Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur En toute puissance de V6 Axo. Comme d'habitude, je vais vous dire le petit point de début, c'est que vous n'hésitez pas à faire des commentaires quand vous êtes sur YouTube. Si vous avez la moindre question, le moindre exemple, ce genre de choses. Vous sur le chat, pendant le stream, n'hésitez pas à faire pareil, à envoyer peut-être des éléments de vie qui vous rappellent ce qu'on est en train de lire, qui vous font écho. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des termes que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à réagir, à faire de l'interaction, n'est-ce pas? Vous avez également une commande spéciale qui est point d'exclamation HS qui vous permet d'avoir accès au site Hacking Social, qui vous permet également d'avoir accès à la chaîne YouTube de Horizon Gull, qui sont donc les deux gros liens principaux, je pense, pour V6, puisque le blog c'est ce qu'elle écrit, et la chaîne c'est ce à quoi elle participe notamment, et qui sont donc deux très très bonnes ressources à avoir. Ce qui me fait écho, c'est que j'ai envie de trancher les patrons. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Dès le début, on dit qu'il faut trancher les patrons. Voilà. Donc du coup on est sur une nouvelle partie, on est page 147 et on est sur extension MI, le flow. Alors, extension, le flow, nourrir la compétence et l'autonomie. On a été racheté par une holding, j'ai foi... Ah, quel enfer. Anemone a exactement le même problème, alors pas sa boîte à elle, mais la boîte à qui sa boîte appartient. Là est en train d'être racheté, ils savent pas encore par qui, malheureusement, mais en ce moment, ouais, il y a pas mal de rachats, hein. Mais de toute façon, quand tu vois les résultats des fortunes et de leur augmentation, c'est le moment pour eux de profiter, hein. Dès qu'il y a les autres qui tirent un peu la gueule, les grosses fortunes, elles peuvent se faire plaisir et bien racheter, hein. La pandémie, ils l'ont bien vécu a priori. Donc le flow, nourrir la compétence et l'autonomie. Le besoin de compétence et d'autonomie ainsi que la notion de motivation intrinsèque de la SDT peuvent tout à fait être complétés par la notion de flow. Les études sur le flow, parfois nommé flux ou expérience optimale, de Mihaly... Ah putain, c'est vrai qu'il a ce nom-là. Billy, voilà, on se rappelle que nous on l'appelle Billy, décrivent en quelque sorte l'état provoqué par un besoin de compétence très satisfait. L'état de flow apparaît quand la personne est en plein fonctionnement de sa compétence, totalement concentrée dans l'activité, et que l'environnement nourrit ou respecte ses besoins à ce moment-là. Ces études vont nous permettre de détailler le secret du besoin de compétences satisfait et comment est-ce qu'il peut être sapé ou empêché d'être comblé. Ces écrits ont déjà été publiés sur notre site, donc Hacking Social. Nul besoin de le relire si vous en aviez déjà connaissance. Il n'y a que peu de différences, quelques passages sont raccourcis, d'autres sont plus raccordés à la SDT. S'il touche à nos démarches de renversement de la hiérarchie et à nos réformes, je vais gauche laseriser. Ah bah ça, il y a des possibilités, hein. Si c'est une holding notamment, il y a moyen qu'ils soient pas trop fans de ce genre d'aspect, hein. Il y a des grandes chances qu'ils soient pas trop fans de ce genre d'aspect. En tout cas, j'espère que ça va se passer aussi bien que possible, parce que bon, c'est jamais forcément simple un rachat. Ça peut entraîner beaucoup de conséquences différentes, donc bon. Révolte, exactement, révolte. Révolte. Vous avez les petites emotes, hein. N'hésitez pas, vu qu'il y en a des nouvelles. Si vous voulez mettre les trucs Triggered et compagnie. Quoique Triggered, je suis pas sûr qu'il soit dans les gratuits. Ah, peut-être pas. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Tu vas pas... Il essaye d'aller manger les croquettes de la petite. Ça suffit, Stockholm. Tu n'iras pas. Non, tu n'iras pas. Moi, prêter temps de travail, eux, partager argent. Alors non, techniquement, tu ne prêtes pas ton temps de travail, tu donnes ton temps de travail et tu donnes l'argent que ça permet de gagner. Et eux, ils te redonnent une toute petite partie de ce qu'ils te volent. C'est pas tout à fait partager l'argent. C'est discutable à plus d'un point. Est-ce que vous vous demandiez si j'étais de gauche? Oui. Caractéristiques du flow. En français, le flow a parfois été traduit littéralement comme flux. Mihaly Billy et les chercheurs du flow emploient de manière synonyme les termes d'expérience optimale, d'expérience de motivation intrinsèque, d'expérience autotélique. Autotélique provient du mot grec autos, soi-même, et télos, but. C'est-à-dire qu'une activité autotélique est faite pour elle-même, idem pour une activité faite par motivation intrinsèque, motivée par elle-même. On peut aussi les traduire par se donner soi-même sa propre finalité. C'est rudement vrai. Bah oui, hein, c'est vrai, je sais. Je dis pas que des conneries, hein. J'en dis souvent, mais quand même. Les sportifs parlent d'entrer dans la zone, les poètes d'être visités par les muses, les anciens pensaient à une intervention des dieux.
Le terme flow provient des personnes interrogées par Billy en 75. Donc à chaque fois je vous rappelle que c'est Csikszentmihalyi, Csikszentmihalyi. Je sais pas le dire, donc voilà, c'est ce mot-là écrit ici. Donc petite fougère de YouTube, tu vois le terme écrit ici, tu peux essayer de le dire toi. Moi je l'appelle Billy. C'était un terme qui revenait sans cesse pour parler de ces expériences optimales dans lesquelles les sujets exprimaient à la fois la limpidité et le mouvement aisé dans cet état particulier. L'expérience optimale ne se produit pas selon une activité précise. Elle a été rapportée, il est vrai, davantage lors de loisirs structurés. C'est-à-dire des hobbies, des passions, des sports, toute activité ludique mais organisée et active. Mais également lors d'activités productives comme le travail, que ce soit à l'usine ou au bloc opératoire, ainsi que parfois lors des études. Le seul point commun de ces activités, c'est qu'elles sont structurées avec des buts, avec des défis, qu'elles demandent des compétences et que l'individu qui éprouvera du flow avec celle-ci y est actif, au contrôle de l'activité qu'il réalise. Ainsi, une des grandes variables, c'est-à-dire une des indicateurs majeurs pour détecter une situation de flow dans les études, sera la balance entre le défi et la compétence dans l'activité. Il faut un haut défi et de hautes compétences selon les critères de l'individu. Pas un défi difficile objectivement, mais un défi qui est important subjectivement, selon les compétences de la personne. Dès lors que les défis sont trop difficiles selon les compétences de l'individu, ou encore trop basses selon ses compétences, il n'y a plus de possibilité de flow, selon les théories de l'expérience optimale. Rappelons que c'est un indicateur et que dans les faits les choses sont bien plus complexes. De l'extérieur, celui qui observe l'individu vivant une expérience optimale voit une personne totalement concentrée sur son activité, la performant de façon optimale, contrôlant parfaitement l'activité, qu'importe les difficultés qui adviennent durant ce moment. Cette personne est si concentrée qu'elle n'entend pas ou peu l'extérieur, elle paraît obnubilée par l'activité, elle ne se préoccupe pas de son apparence, de l'image qu'elle renvoie, elle perd cet ego qui lui ferait contrôler sa chevelure, son maintien physique, son attitude et toutes les normes sociales d'apparence et de comportement non liés à l'activité elle-même. Elle semble perdre conscience d'elle-même au point d'oublier son corps et ses besoins. Elle oublie de manger, ne se repose pas, etc. On voit qu'elle est face à de grands défis dans son activité, mais on voit qu'elle parvient à réussir ces défis et s'accroche avec endurance et ténacité. La personne en flow rapporte toujours les mêmes grandes caractéristiques, même si l'activité, on l'a vu, peut être radicalement différente, que ce soit un travail de chirurgie ou l'activité d'escalader une montagne, d'écrire ou de courir. Csikszentmihalyi. Ah ouais. Csikszentmihalyi. Ce serait intéressant de faire le lien entre le flow et un vieux mythe méritocratique. Je me demande si même ça n'a pas pu être fait potentiellement. En soi, le problème n'est pas la méritocratie. La méritocratie n'est pas forcément quelque chose d'absurde. Le problème de la méritocratie, c'est qu'elle se met actuellement comme une valeur au sein d'une société qui ne permet pas la méritocratie. Et c'est là le problème en fait, c'est de ce décalage là qui pose problème. Quand on te vend une méritocratie dans un système où en fait elle n'est pas possible, c'est là où il y a un problème parce que du coup on te vend du rêve, on te vend littéralement du rêve. Je veux dire dans le sens où on voit des gens en flow et qu'on idéalise un truc. Mais probablement que oui, il doit y avoir un lien. Encore une fois, je ne serais pas particulièrement étonné que potentiellement des gens aient travaillé ces ressemblances et le fait que justement, ça soit des gens en flow qui aient permis du coup d'émerger, on va dire, une vision méritocratique. Parce que effectivement, quand tu vois des gens qui sont dans cet état, ça peut être un peu impressionnant, ça peut te donner envie et te dire que toi aussi tu peux essayer de faire ça, alors que t'as pas forcément les possibilités. Mais du coup, ça peut effectivement amener à créer le mythe méritocratique. Mais encore une fois, le problème qu'on a dans notre monde actuel, il faut bien le prendre en compte, c'est que c'est pas la méritocratie le problème. Ce n'est pas le fait de vouloir une méritocratie, ce n'est pas le fait de croire en la méritocratie, c'est le fait que notre société nous vend cette méritocratie alors qu'elle est inaccessible. Parce qu'en soi, une structure sociale où vraiment on pourrait mettre en place la méritocratie, ce qui est hautement improbable au vu de tous les problèmes qu'on a de discrimination divers et variés, en soi, une société qui n'aurait pas ces problèmes-là et qui pourrait mettre en place véritablement une méritocratie, ça pourrait être intéressant potentiellement. Elle ne poserait pas forcément problème.
Le seul problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que justement on nous vend une méritocratie qui n'est pas accessible. Une méritocratie qui ne fonctionne qu'à partir du moment où tu remplis toutes les conditions pour ne pas être notamment discriminé. Et où tu commences avec certains avantages en soi. Mais quand bien même tu fais les efforts nécessaires derrière pour que ces avantages se concrétisent en autre chose. Mais bon, vous voyez, l'idée c'est que le jeu est faussé et qu'on nous fait croire une méritocratie qui en fait n'est pas possible, n'est pas accessible. Et c'est ça le problème. Le problème il vient de là, pas de la méritocratie en elle-même. Paf, on en était ici. Une concentration intense, ciblée, en focus. Tout ce qui ne concerne pas l'activité est comme hors champ, inaccessible à la conscience. L'attention de la personne est totalement sur l'activité. C'est la caractéristique majeure du flow. Une immersion totale où action et conscience fusionnent. A l'inverse de cette caractéristique, ce serait de penser à son repas et à son week-end, tout en prenant en note des cours. La conscience est clairement ailleurs, l'action est déconnectée de celle-ci. En flow, l'acte de prendre des notes serait de se représenter totalement ce qu'on écrit au point d'en oublier le stylo et la feuille. La scène représentée avançant au fur et à mesure du cours, de sa prise de notes. Cette immersion totale est une connexion totalement engagée entre la conscience de la personne, son action et l'extérieur. Extrait d'entretien avec un joueur de piano. C'est vraiment génial. Je ne remarque plus ni mes doigts, ni la partition, ni les touches, ni la pièce. Seules mes émotions existent, et elles sortent de mes doigts. Vous ne faites qu'un avec la musique, parce que la musique est exactement telle que vous la ressentez. Je ne regarde pas mes doigts, sauf quand le passage est techniquement très difficile. Je ne regarde rien. Peut-être que je regarde en moi-même. La notion de temps n'est plus la même. Ralenti, accéléré, la personne ne se repère plus dans le temps, selon les critères habituels. Ainsi, elle peut passer plusieurs heures sur l'activité, sans avoir l'impression qu'une seule minute soit passée, tout comme avoir l'impression de ralenti lorsqu'elle se concentre sur un détail à travailler, que ce soit un mouvement de jeu d'échecs, une scène de roman écrite ou lue, un obstacle à surmonter, etc. Extrait d'entretien d'une danseuse. Deux choses adviennent. D'un côté, le temps a semblé passer très vite. Déjà minuit, il y a peu il était 20h. Mais de l'autre côté, pendant que je danse, c'est comme si c'était plus long qu'en réalité. La perte d'ego. On parle aussi de perte de conscience de soi, mais c'est l'aspect égocentrique et non informationnel qui est perdu. La personne s'oublie, ne pense pas à l'image qu'elle renvoie, ne pense pas aux normes sociales qu'elle doit suivre hors de l'activité. Par exemple, être perçue comme une bonne personne ou être populaire, pour être incluse ou récompensée par l'environnement social. Extrait d'entretien avec un compositeur. Vous êtes dans un état si extatique que vous avez l'impression de ne plus exister. J'ai expérimenté cela encore et encore. Ma main semble indépendante de moi, et je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je suis juste là, assis, à regarder dans un état de fascination épique et d'émerveillement. Et la musique s'écoule toute seule. Le sentiment de contrôle de ses actions. La personne ne se sent pas dominée par l'environnement, mais il sent l'exercice de son contrôle. Elle maîtrise la situation, ce qui lui procure un sens de sécurité et de pouvoir d'agir. Elle peut affronter ce qu'il advient et le modeler. L'objectif final n'a pas grande importance. L'expérience est motivée intrinsèquement, c'est-à-dire faite pour elle-même. Ainsi, la finalité est souvent une excuse pour accomplir l'action, pour vivre le processus. La personne ne fait pas cela par motivation extrinsèque, c'est-à-dire pour les récompenses, pour l'argent, pour la gloire, les statuts, pour faire plaisir à autrui, pour paraître bien ou conforme, etc. Le sentiment fort d'exister, une sérénité existentielle. Cela peut paraître étrange que la concentration optimale soit aussi agréable. Donc, comment tu disais Csikszentmihalyi. Ok, j'essaye de le prononcer, vous avez vu, hein, je tryhard la prononciation du nom. Donc, oh putain, j'arrive même plus déjà à le dire. Csikszentmihalyi explique que l'attention est un échange d'informations entre soi et l'environnement. Que quand c'est volontaire, que la personne contrôle son activité, il y a une interaction parfaite entre soi et son environnement. La personne en flow se sent pleinement en vie, car le flot d'informations qui va de l'environnement à elle, ainsi que d'elle à l'environnement, fonctionne mutuellement, parfaitement. On est dans la vie elle-même, la vie est en nous, et on construit dans cette interaction. Je sais que je suis vivant, que je suis quelqu'un, que je compte, quand je peux choisir d'interagir avec un système de stimuli, que je peux modifier, par lequel je peux avoir un feedback significatif, qu'importe que le système soit composé d'autres personnes, de notes de musique, d'idées, d'outils. La capacité de se concentrer, de concentrer son attention, est le moyen ultime pour réduire l'anxiété ontologique, la peur et de l'impuissance, la peur de la non-existence. C'est peut-être la raison principale pour laquelle l'exercice de concentration, quand il est subjectivement interprété comme libre, est une expérience si agréable. Et ben le chat.
En cela, et selon la récurrence des moments d'expérience optimale et la recherche de la personne à quêter ce flow, il y a un lien qui s'établit entre la façon dont se définit son moi, son identité profonde et les activités conduisant au flow, vocation par exemple, ou la façon d'appréhender les événements de la vie, transformer toutes les situations rencontrées en expérience optimale. Le flow devient un but en soi. L'étude du flow. Le flow a ensuite été étudié via l'ESM. Les participants à l'étude étaient équipés d'un pageur. Pager? Je sais pas comment on dit ça aussi. On va dire un pageur, peut-être un pager, bref, je sais pas. Un appareil qui leur envoyait un signal. À présent, ces études peuvent se faire via un smartphone, qui sonnait plusieurs fois dans la journée, au hasard. Ouais, c'est un beeper quoi. En gros, c'est un beeper. Ça fait bip quoi. Lorsque les personnes entendaient le signal, elles devaient remplir un questionnaire où il était demandé leur activité, si cette activité était volontaire, si elles arrivaient à se concentrer, etc. D'autres questionnaires ont été élaborés pour que l'individu les remplisse selon une activité donnée. Cela permettait de voir s'il y avait eu du flow avec celle-ci. Le FSS2 comporte par exemple ces questions. Noté de 1, fortement en désaccord, à 5, fortement d'accord. J'ai fait les choses spontanément et automatiquement, sans avoir à y penser. Je savais ce que je faisais de bien lorsque j'étais concentré dans la tâche, l'activité. Je me sentais totalement au contrôle de mes actions. Je ne me souciais pas de ce que pensaient les autres à mon propos. La première hypothèse des chercheurs a été qu'une situation perçue par la personne comme ayant un haut défi et pour laquelle elle avait de hautes compétences, autrement dit une expérience optimale, se produirait lorsque les personnes se sentiraient à la hauteur de la situation. Le flow serait prédictible selon ces deux variables mesurables. La haute compétence. Dans l'ESM, c'est un haut score à indiquer ce que vous ressentiez à propos de cette activité. Mes compétences dans l'activité étaient hautes. Il s'agit donc d'un sentiment de compétence, pas d'un niveau de performance mesuré par l'extérieur. Ainsi, on peut imaginer qu'une personne en dépression peut se sentir très incompétente, malgré un niveau de compétence objectivement très haut. Et ça c'est important de le noter d'ailleurs. Ça, je vais faire un petit focus dessus. C'est important de bien noter que c'est un sentiment de compétence, de haute compétence. Et ça veut dire aussi que vous pouvez vous sentir en très haute compétence et avoir un sentiment de flow du coup, qui se dégage alors qu'objectivement vous n'êtes pas très bon. Par exemple, quand vous êtes en situation d'apprentissage, quand vous êtes justement en train d'apprendre quelque chose, vous pouvez rentrer dans une situation de flow parce que justement vous commencez à maîtriser les outils. Et du coup vous sentez que vous êtes en train de monter en compétence. Et si le problème qui est face à vous est adapté à vos compétences là objectives réelles, vous allez avoir ce sentiment de flow qui va se dégager. Alors qu'objectivement, si on compare par rapport par exemple à un professionnel du milieu, vous serez probablement très très mauvais. Mais c'est ça qui compte, c'est que le défi qui vous est présenté est à la hauteur de vos compétences. Peu importe ce niveau réel de compétences, ça c'est pas important, c'est pas pertinent. Et coucou Silmaril, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, en tout cas que tu vas un peu mieux. C'est marrant, en une journée je suis passé de je suis Dieu, je suis dans le flow à j'ai envie de me foutre sous la table putain. Oui, certes, oui. Alors c'est mieux si tu repasses dans l'autre sens. C'est mieux, non? C'est bien d'être en situation de flow, c'est adapté, c'est mieux. Je me permets de boire un coup du coup, hein. Oh la choupette, elle est en train de taper sa sieste. Et là on a le Stockholm qui est derrière moi, qui est tranquillement calé. J'ai bien dormi, j'ai l'esprit un peu plus clair, et toi et le chat? Bon moi ça va, écoute, on est en pleine lecture donc je suis toujours de bonne humeur quand je lis. Je suis nettement en meilleure forme qu'hier, très clairement, très clairement. Le chat, je ne peux pas répondre pour eux, j'espère que ça va mieux, pour eux aussi. Ce dialogue interne sur le sentiment de compétence, c'est intéressant. Mais oui, c'est important justement d'avoir conscience que de toute manière, vous ne pouvez pas être ultra compétent sur tout. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Pour autant, vous pouvez être en situation de flow sur tout, techniquement. Puisqu'il suffit d'avoir un défi, d'avoir une résolution de problème, peu importe encore une fois le type de problème, puisque ça va dépendre de l'activité, mais qui soit adapté à vos compétences. C'est pour ça que par exemple, si vous prenez, je vais prendre un cas que vous devez connaître, ici sur Twitch on est globalement quand même beaucoup de gamers, hein, on va pas se mentir, on est beaucoup de personnes qui jouent beaucoup. Vous avez des jeux où
la difficulté va être adaptée à votre niveau, et objectivement, vous n'êtes pas très bon. Objectivement, vous n'êtes pas bon. Moi, je sais qu'il y a des jeux où je ne suis objectivement pas bon. C'est un constat. C'est un constat que je suis obligé d'accepter. Pour autant, malgré le fait que je ne sois pas bon, si le niveau de difficulté que le jeu me présente est adapté à mon niveau de jeu, je vais prendre plaisir au jeu. Je vais être peut-être dans un état de flow. Où justement je vais pas voir passer les heures, je vais être dans le jeu en lui-même, à essayer de résoudre les problèmes qui vont m'être présentés. Je vais kiffer ma vie parce que ça sera trop bien, parce que ça sera adapté à mon niveau. Pourtant, objectivement, vous le savez, vous l'avez constaté, tous les jeux ont plusieurs niveaux de difficulté en général, et ça se voit notamment quand vous jouez, et c'est je pense une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop jouer enfin que j'aime pas du tout jouer en joueur contre joueur, c'est que quand vous jouez en joueur contre joueur, la difficulté n'est pas adaptée à votre niveau. La difficulté, c'est votre adversaire en face. Potentiellement, il peut être 10 fois plus puissant que vous, parfois il peut être 10 fois moins puissant que vous. Et dans les deux cas, moi je vais pas me sentir à l'aise et je vais pas apprécier le jeu. Parce que justement, la difficulté ne viendra pas du jeu, elle sera pas dosée pour que ça soit bien. Puisque la difficulté va être posée par la personne en face et que tout va dépendre de son niveau à elle par rapport à vous. Et c'est là où pour moi ça me pose énormément de problèmes. Si je prends par exemple un jeu comme Tarkov, j'adore Escape from Tarkov. Je trouve que le jeu est très bien pensé, il est toujours en développement et ce qu'il développe est assez incroyable. Mais c'est un jeu qui est purement et simplement PVP. Et ça me saoule parce que en fait, des fois t'as des parties où tout va très bien se passer, vraiment. Tu vas avoir un niveau de difficulté qui va être cohérent par rapport à ton propre niveau, parce que objectivement je suis très mauvais sur Escape of Tarkov, hein. Voilà, je vous le dis, je suis une grosse merde, je le constate, je le vis plutôt bien, mais je le constate, et le fait est que parfois je vais tomber face à des adversaires qui vont être avec un niveau de difficulté tout à fait adapté pour moi, parce qu'ils seront tout aussi bons ou mauvais que moi, selon le point de vue que vous voulez adapter. Et du coup, je vais prendre plaisir aux échanges qu'on aura, et même si on a un combat, et même si je meurs, je vais me dire, ah quand même, c'était pas mal, on s'est bien défendu. À côté de ça, bah il y a parfois des parties où je comprends rien de ce qui se passe. Je me suis baladé 2 minutes, j'ai pris une balle dans la tête et je suis mort en one shot quoi. Et je suis là et tu fais bah niquez-vous en fait. Parce que le niveau de difficulté il est pas à ton niveau. Là le niveau de difficulté n'est pas adapté. Quand je joue par exemple avec Apollyon, je te désigne, toi qui es dans le chat. Très honnêtement, quand je joue avec Apollyon à Tarkov, en général je ne prends pas de plaisir. Je ne prends pas en général de plaisir parce que, pour deux possibilités, soit il m'amène en plein milieu de la zone de combat générale et je meurs comme un caca parce que je suis mauvais et que j'ai clairement pas le niveau des gens qui sont en face. Surtout que Escape from Tarkov est un jeu qui t'apprend et qui t'oblige à être meilleur. Si t'es pas meilleur, tu meurs. Et donc bah du coup, moi, je meurs. Voilà. Et la deuxième possibilité qui se passe, c'est qu'on va pas spécialement dans les zones de combat ou alors qu'on y va, mais Apo roule sur tout le monde et du coup moi je suis le petit toutou derrière qui suit. Dans les deux cas, je passe pas un très bon moment. Dans les deux cas, ce n'est pas très intéressant. Et je n'arrive pas à rentrer dans cet état de flow. Donc c'est vraiment important de prendre en compte justement, comme on le dit, ce sentiment de haute compétence, qui est très relative à l'activité qu'on fait et à nos propres compétences. On n'a pas à être objectivement au top du top niveau compétences. Ça n'a pas de sens pour avoir ce sentiment de haute compétence. Il faut juste que les problèmes qui nous soient présentés soient adaptés à notre niveau de compétence. Et c'est le point important, vraiment. Je me permets de me moucher un coup, hein. Quand je fais mes séances de psy, j'ai remarqué les différentes postures que j'avais sur la même question, comme différents états de moi. Bah oui, c'est possible. C'est possible. Ça peut dépendre du contexte, par exemple. Ça peut dépendre de l'état émotionnel sur le coup, parce que t'as un truc qui s'est éveillé juste avant, par rapport à ce que vous évoquiez. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Vraiment plein de choses. Je vais reprendre la lecture. Au défi. Dans le SM, c'est un haut score à indiquer ce que vous ressentiez à propos de cette activité. Les défis de l'activité étaient hauts. Il s'agit aussi d'une perception subjective des défis, pas d'une mesure objective des défis. Par exemple, un niveau de difficulté élevé d'un jeu. Ah bah tiens. Bah tiens. C'est rigolo ça. C'est un peu ce que je disais il y a 2 minutes. Du coup, c'était drôle de remarquer que j'étais plusieurs à parler. Evie. Le SM, non, pas tout à fait le SM. Non, c'est pas la même chose. Il y a un E devant. C'est important. Donc du coup, je reprends. Donc par exemple, un niveau de difficulté élevé d'un jeu.
Ainsi, une personne ayant la griffe peut voir l'activité poster une lettre comme un défi très élevé, bien que de l'extérieur, sans prendre en compte l'état de la personne, l'activité serait qualifiée de facile. Après un premier modèle de calcul du flow. Ce deuxième modèle a permis de voir aussi d'autres états expérimentés par les personnes dans une activité. Le schéma se trouve à la page suivante. Le cercle est divisé en 3 anneaux, représentant chacun un niveau d'intensité de chaque canal. Le cœur du cercle étant de petites intensités, le dernier rayon d'une forte intensité, un fort flow, une forte apathie, etc. Ici, il est d'abord calculé la moyenne subjective de chaque individu selon son sentiment de compétence via les données récoltées par les études et la hauteur des défis qu'il perçoit. Donc du coup c'est ceci, comme extra SM. Non, toujours pas extra SM. Donc ça c'est le fameux schéma que vous voyez. Donc la moyenne subjective au milieu. Et donc vous avez différents axes pour le coup. Donc ici, je sais jamais si c'est des abscisses ou pas, ça je suis très mauvais. Mais en gros, ce côté là c'est les défis, ce côté là c'est la compétence. Et puis selon où vous êtes placé, voilà, vous êtes bien ou pas. Et donc le flow, il est là. Le flow il est juste là. Donc vous êtes pile poil comme il faut entre défis et compétences. Si vous êtes ici, qu'il y a un gros défi mais que votre compétence n'est pas forcément suffisante, vous êtes stimulé. Si au contraire votre défi n'est pas assez grand mais que vous avez de ouf les compétences, vous êtes en contrôle. Si là le défi est vraiment pas présent et que vous avez beaucoup de compétences, vous êtes carrément en relaxation. Si le défi est inexistant et votre compétence toujours aussi bonne, vous êtes en ennui. Ici, si vous avez beaucoup de défis et relativement peu de compétences, vous êtes en anxiété. Si vous avez moins de défis mais toujours aussi peu de compétences, vous êtes en inquiétude. Et si vous êtes à peu de défis et peu de compétences, vous êtes en apathie. Ça donne envie, hein. Donc effectivement, si vous pouvez être dans le flow, c'est mieux. Concrètement. Le MS, c'est la moyenne subjective. C'est la moyenne subjective. Ça doit être méthode d'échantillonnage de l'expérience. L'expérience sampling method, le SM. Et là, le MS qui est au milieu, c'est la moyenne subjective. C'est-à-dire que quand tu es là au milieu, en gros, tu es pile poil au milieu de tout. Tu as pas d'avis particulier, tu es juste en mode bref. C'est le point central, quoi. Ça, c'est le quand tu es neutre. Quand l'activité ne t'éveille rien, vraiment que tu es là en mode bon, je fais un truc et puis voilà, Osef. T'es là-dessus. Et on n'est pas en mode ennui, hein. On n'est pas en mode cette activité m'emmerde. On est vraiment dans ce sentiment de neutre. Bon, ça n'arrive quasiment jamais, hein, qu'on soit d'accord. Hein. C'est assez rare qu'une activité soit vraiment pile poil au milieu de toutes les variables et que du coup vous soyez juste en mode je fais un truc mais je le fais sans y penser en mode OSEF complet royal. Non, là c'est vraiment le truc improbable à avoir. C'est vraiment le truc improbable à avoir. Donc on en était ici. Si la compétence plus le défi obtiennent un score supérieur ou inférieur à la moyenne, on peut voir s'il est en flow ou dans un autre état. Il faut également se rappeler que stimulé ou ennui, etc. sont des appellations de canaux. Ils ne désignent pas vraiment l'état d'ennui d'une personne par exemple, mais on prédit qu'à partir de conditions de ce canal, il y aura un ennui. Pour le canal flow, par exemple, on pourrait le lire ainsi. Dans cette expérience, il y avait de forts défis, et j'avais la compétence à la hauteur de ce défi. Ou, pour le canal apathie, dans cette expérience, il ne se passait rien et je n'avais pas les moyens de comprendre ou de prendre en main la situation. Ce schéma peut permettre une auto-analyse de la situation et trouver ainsi des solutions s'il y a un problème, ou au contraire y voir des éléments qu'il serait bon d'exporter, notamment à partir de ses sentiments. Le canal stimulé. Il y a de forts défis et c'était très compliqué, je sentais mes compétences moyennes. C'est une situation propice à l'apprentissage, qui stimule la personne, mais qui n'est pas forcément celle qui est préférée. Elle demande beaucoup d'énergie. Ainsi, on verra avec les autres variables qu'elle n'est pas forcément liée au bonheur d'un individu, ni à une concentration optimum, comme avec le flow. Le canal flow. Il y avait de forts défis, et c'était très compliqué, mais je me sentais à la hauteur de ceux-ci. La personne excelle face à la situation de défi, pour laquelle elle se sent compétente. Le canal contrôle. La situation ne comportait pas de gros défis, et j'avais des compétences largement supérieures. La situation n'est pas exigeante pour l'individu, parce qu'il a largement les compétences pour la gérer avec réussite. C'est une situation qui permet de renforcer les compétences, de renforcer l'estime de soi, parce qu'on voit qu'on réussit très bien. Là aussi, les chercheurs estiment que c'est une bonne position pour l'apprentissage. Le canal relaxation. La situation ne demandait pas de compétences particulières.
L'individu n'est pas du tout stimulé par les situations, mais ce canal est nécessaire après des situations exigeantes, où il y avait des défis. Souvent, les personnes sont dans ce canal lorsqu'elles sont dans des situations où elles prennent soin de leur corps, quand elles se reposent, lorsqu'elles interagissent avec autrui, lorsqu'elles sont devant la télévision. Le canal ennui, la situation ne demandait pas de compétences particulières et je ne savais pas trop quoi mettre en œuvre. Selon les chercheurs, l'ennui est un signe qu'il faut augmenter le niveau de difficulté de la situation. L'ennui est un appel à vivre une situation plus complexe, pour exercer ses compétences, pour en tirer plus de plaisir. Le canal apathie. Je ne me sentais pas capable de faire quoi que ce soit. La personne est en état de confusion, de désorganisation psychique, et donc en impotence. Elle ne sait pas, elle ne peut pas ordonner les choses ou les situations pour aller mieux. Une personne que l'on voit à l'ESM avoir de très hauts scores réguliers dans le canal apathie peut être le signe d'un glissement dans la pathologie, voire le signe de la pathologie elle-même. Je pense aussi que cela peut être le signe que la situation force la personne à être impuissante. Par exemple, des situations d'ennui importants avec des interdits, des impossibilités de s'occuper, au travail, à l'école, dans le quotidien, par exemple dans les situations d'attente de rendez-vous, etc. On parle d'activité en général, on passe seulement du monde du travail, on est d'accord, bien sûr, tout à fait, bien sûr. Vous êtes là, les situations de flow peuvent arriver sur tout et n'importe quoi. C'est ce qui était dit au début, c'est que justement le flow peut être très bien sur une situation de travail, t'es dans ton travail et t'es en situation de flow ou pas, hein, d'ailleurs. Encore une fois, c'est important de voir quand tu ne l'es pas, pour potentiellement essayer de trouver des moyens d'y rentrer, parce que bah, c'est mieux. Et pour le coup, ça marche aussi quand tu es dans une situation de loisir. Ça marche aussi quand par exemple tu es en train de bouquiner, quand tu es en train de jouer, quand tu es en train de faire du bricolage, quand tu es en train de faire vraiment tout un tas de choses diverses et variées. Vous pouvez ne pas vous chercher la merde et faire du bruit s'il vous plaît. Soyez silencieux quand vous êtes en train de vous chercher la merde, ce serait gentil. Ouais. Non mais je vous vois là. Je vois les deux crétins de chat qui sont en train de se chercher l'un l'autre, ils ont envie de jouer. Ce qui est très bien, hein. Bon du coup ils se font du bruit parce qu'ils se mordent les fesses. Voilà, ils se mordent les fesses, hein, voilà pourquoi pas. Mais du coup là ils me regardent en mode non on est innocent hein. Avec la bouche juste à côté des fesses de l'autre. Kinky, ouais. C'est un peu ça, ouais. Vous savez, je vous vois toujours hein. Vous êtes sur la table. Genre vraiment de tous les coins pas cachés, vous êtes vraiment en plein milieu d'un coin pas caché. Vous êtes même pas caché sous la table. Pas discret, hein. Pas discret pour un sou, hein. Mais au moins ils sont mignons, ils sont gentils. Nous disions donc le canal apathie. On a fini. Canal inquiétude. Je me sentais un peu incompétent pour affronter la situation. Ici, les défis sont moyens. Les compétences inférieures à la moyenne. La personne s'inquiète parce qu'elle sent en elle un manque de compétences pour affronter la situation. Canal anxiété. Je me sentais incompétente pour affronter la situation. Ici, les défis sont hauts et les compétences inférieures à la moyenne. La personne est anxieuse parce qu'elle n'a pas les outils qui lui permettent de comprendre les défis ou s'imagine ne pas les avoir. Selon les chercheurs, l'anxiété est le signe d'un besoin de baisser le niveau de difficulté de la situation, afin de pouvoir apprendre à gérer selon des conditions plus accessibles. Pour le joueur d'échecs, affronter une personne ayant sa même expérience, plutôt qu'un génie réputé. Globalement, il a été découvert que les personnes ont plus de flow dans leurs loisirs actifs qu'au travail ou dans leurs études ou les loisirs passifs. Le flow n'est pas gage de valeur morale de l'activité. On peut être en flow pour des activités de délinquance par exemple. Le flow est un état universellement vécu, apprécié. Cependant, les cultures ne lui attribuent pas la même valeur. En Occident, on aurait tendance à chercher le flow comme étant le meilleur état. Mais des études en Chine montrent par exemple que l'état d'ennui dans le modèle est plus socialement valorisé, car il peut être vécu comme un état de méditation, de réflexion sur l'interconnexion de nos actions avec le monde. Et c'est l'un des défauts les plus importants du modèle théorique du flow. Il ne permet pas de jeter une lumière positive sur des états bienvenus, comme ceux atteints par la méditation, le libre cours de pensée, l'état tranquille qu'on vit en balade, les moments de pleine conscience qui peuvent être calculés en ennui ou apathie, alors que pourtant ils ne sont pas vécus comme de l'ennui. Et ça c'est important. Ça vous voyez typiquement, c'est quelque chose qui est vachement important en recherche en sciences sociales, c'est qu'on est très ethnocentré. On a beaucoup de recherches occidentales qui restent ethnocentrées avec un point de vue justement occidental et qui ne prend pas en compte en fait tout un tas de réalités parce qu'elle sort des cadres on va dire de valeurs qui sont habituellement partagées et communiquées dans nos sociétés. Et ça c'est important de le mettre en avant. J'ai déjà vu passer des études par exemple qui nous disent ah le travail c'est forcément bien. Et donc, il faut faire un travail qui fait tel et tel et tel truc. Sauf que le présupposé de base, c'est que le travail est forcément quelque chose de bien. Or, c'est pas forcément vrai.
Ça, c'est quelque chose qui est très ethnocentré, parce que d'un point de vue occidental, on a mis la valeur travail très en avant. Notamment, en l'occurrence, là, c'était une étude qui était américaine, que j'avais lue à l'époque, et c'était en fait, on l'avait étudié en cours, justement pour critiquer le fait que c'était ethnocentré. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une très très forte valeur du travail qui est mis en avant, parce que justement, en fait, vous avez notamment un bagage religieux très fort, protestant, qui met très en avant la valeur travail, et ça en fait vous le retrouvez du coup dans les recherches après qui sont faites, parce que justement vous avez une société qui met en avant autant le travail, la valeur travail, vous avez une recherche qui a un point de vue qui est adapté à cette vision du monde, et qui va vous faire ressortir cette vision du monde, et qui permet pas forcément de reprendre du recul, qui ne permet pas forcément de dire attendez, là on a dit que ça c'était une valeur importante, est-ce que objectivement c'est vrai ? Est-ce que objectivement c'est vraiment un bon truc à mettre en avant ? Et ça c'est difficile quand vous grandissez dans une société qui justement vous met cette valeur là comme une valeur absolue, comme une valeur absolument importante à mettre en avant envers et contre tout de manière très récurrente. Donc ça c'est un point qui est important à soulever, et c'est très bien d'ailleurs qu'en toute puissance le soulève sur la valeur du flow justement, pour mettre en avant que bah voilà typiquement des états qui à travers la théorie du flow seraient vus comme de l'ennui, de l'apathie, en fait dans d'autres sociétés qui du coup ne sont pas centrés sur des visions occidentales, bah, ça peut être des états de méditation, ça peut être des états de justement de réflexion sur soi-même, et qui peuvent être extrêmement pertinents et extrêmement positifs. Sauf que dans notre vision du monde occidental, où justement il faut être dans l'activité, et bah non, ça passe pas. Ça passe pas, ça vient pas de soi-même en fait, ça n'est pas visible de soi-même. Il faut vraiment faire un effort très lourd en fait pour se dire attends, ok, ma société elle me dit que, et tout le bassin dans lequel j'ai grandi me dit que les activités c'est forcément important. Ouais, mais l'ennui des fois c'est bien. Il faut savoir prendre le temps de s'ennuyer. C'est bête à dire, hein, mais il faut savoir prendre le temps de s'ennuyer. L'ennui vous permet de comprendre certaines choses, vous permet de prendre le temps de pousser certaines réflexions. T'es en train de manger des croquettes qui sont pas à toi, toi. Dis donc. Tes croquettes elles sont au sol. Dis donc, goinfre. Elles sont là tes croquettes. J'ai Monsieur Chat qui tranquillement, hein, vient de se poser là pour bouffer les croquettes de Stockholm. Mais alors dans le plus grand des calmes, hein. Sans déconner. C'est fun, le Covid et le télétravail défoncent ma perception du défi. Apathie. Bah oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas très bien vécu le télétravail. A contrario, il y en a d'autres qui l'ont vachement bien vécu, qui apprécient nettement plus. C'est encore une fois, il faut bien en prendre en compte que de toute façon c'est très différent d'une personne à l'autre, hein. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir du contact physique présent face à face. Ils en ont besoin. T'en as d'autres beaucoup moins. Du coup, ça, là on le constate, il y a des gens qui vivent extrêmement bien et qui tapent leur meilleure vie maintenant et leur meilleur travail maintenant avec le télétravail. A contrario, il y en a d'autres qui sont dans un état justement d'apathie très fort ou d'ennui très fort parce qu'ils ne sont pas faits pour faire du télétravail. Et ça, c'est important de le prendre en compte justement. Quand l'occidental dit être dans l'activité, ça me donne envie de définir l'activité et la manière dont on valorise ces activités. Tout à fait. Ça, c'est par exemple, je veux vous reparler encore de Twin Hawks. Vous savez, la communauté américaine qui a redéfini justement le principe de travail. Et bien justement, Twin Hawks, dont je vous parle pas souvent, ils ont redéfini en fait le travail, et notamment ils ont redéfini en fait tous les types d'activités. C'est pour ça que justement vous avez les activités d'apprentissage aux enfants, les activités de ménage, les activités de cuisine et ainsi de suite, qui sont considérées comme des activités, qui sont considérées comme de l'actif en fait, et qui justement sont réparties de manière équitable entre tous les membres, et qui empêchent des personnes d'éviter ces tâches-là, justement pour faire un peu tourner, on va dire, les corvées. Et ça c'est important, c'est intéressant à noter, parce que justement là ils ont redéfini qu'est-ce que c'est l'activité. Là où dans une société plus classique, on va dire, plus normée, comme celle qu'on connaît là, par exemple en France, ou en Belgique, ou au Québec pour certains, l'activité, par exemple, de faire l'apprentissage des enfants à la maison, on va dire, ça n'est pas considéré comme de l'activité. Faire le ménage ne va pas être considéré comme de l'activité. Faire la cuisine ne va pas être considéré comme de l'activité. Pas au même titre que le travail que vous allez effectuer au sein d'une entreprise. On va vous dire que ce ne sont pas la même chose, ça n'a pas la même valeur. Parce que d'un côté t'es payé, de l'autre côté c'est le truc que tu dois faire chez toi dans tous les cas. Plein de visions comme ça où justement l'activité en fait est vraiment redéfinie et met de côté tout un tas d'éléments qui pourtant objectivement sont des activités. À quel titre on pourrait dire que par exemple l'activité de faire du ménage n'est pas une activité, n'est pas un travail?
Qu'est-ce qui permet de le dire ça en fait? Juste le fait d'être salarié ou pas? Juste le fait d'avoir un salaire ou pas? Bah, si c'est ça, comment est-ce qu'on définit ceux qui sont leurs propres patrons et qui touchent pas forcément d'argent pour leur activité? Est-ce que du coup c'est du travail ce qu'ils font? Vous voyez, c'est là où on va redéfinir vachement qu'est-ce que l'activité. Et ça peut expliquer aussi pourquoi est-ce que vous avez des métiers comme celui que moi je fais actuellement en tant que vidéaste. Pourquoi est-ce que pour beaucoup de gens, ce n'est pas reconnu comme une activité, comme ce n'est pas reconnu comme un travail? Parce que justement, on n'est pas forcément rémunéré. Moi, ce qui fait que j'ai de l'argent à la fin du mois, c'est parce que vous m'en donnez. C'est parce que vous me faites des dons. Parce que vous faites des subs, parce que vous faites des beats, et ainsi de suite. Mais mon activité n'est pas conditionnée par ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais faire 2 heures de stream que je vais toucher une certaine somme. Et du coup, on a cette vision dans notre société qui va assez facilement nous dire bah oui, en fait, du coup, ça passe pas. C'est pas du travail. En fait, ça va être du loisir. Ou encore, effectivement, ça peut être sur le loisir. Tu prends plaisir à faire ton travail? Eh ben alors, du coup, c'est pas un travail, c'est un loisir, c'est un hobby. Pourtant, objectivement, ça n'a pas de sens. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas conditionné à l'éthique, par exemple. Ce n'est pas conditionné au plaisir. Tu peux avoir des gens qui vont faire des activités qui sont tout sauf éthiques et qui vont pas forcément y prendre plaisir, mais on va considérer que c'est du travail pour autant. A contrario, des gens qui vont faire des choses qui sont peut-être pas éthiques et qui vont y prendre beaucoup de plaisir, et on va dire que c'est du travail, et ainsi de suite. Vous allez voir tous les différents échelons possibles en fait. Et c'est ça qui est vachement intéressant justement de redéfinir et de se poser la question de qu'est-ce que l'activité, qu'est-ce qui définit l'activité dans notre société. Pour moi, qu'est-ce qui définit l'activité au sein de ma société? Je vois ça être très lié à la famille nucléaire et une vision un peu trop libertarienne en mode chacun chez soi et les moutons sont bien gardés, c'est possible. Puis là on voit que ça casse un peu les liens sociaux et la coopération à grande échelle. Bah oui, ça casse complètement la coopération de toute façon. Ça se voit énormément. De toute façon, si vous reprenez un petit peu l'histoire de comment est-ce que la société capitaliste s'est mise en place dans notre société occidentale. Avant, par exemple, on avait ce qu'on appelle des communs. Avant, quand vous étiez dans le modèle de la servitude, ce qui était très très loin d'être un bon modèle aussi, on est d'accord. Le fait est que vous aviez donc des communs, donc des zones du village, des zones de champs par exemple, ou d'enclos animaux, qui étaient mises en commun, qui étaient gérées par la communauté. Au moment où le modèle capitaliste s'est mis en place, avec notamment tout ce qui est l'industrialisation à grande échelle, ce genre de choses, il s'est avéré que les propriétaires terriens ont commencé à fermer ces communs. Ils ont commencé à dire, écoutez, jusqu'à présent vous aviez le droit d'usage, vous pouviez utiliser ce terrain, qui en fait appartient au seigneur du coin. Et le seigneur du coin il vient vous dire, en fait oui mais non, vous avez plus le droit de venir sur ces terres, vous avez plus le droit de faire vos champs, vous avez plus le droit de venir faire prêtre vos animaux, niquez-vous, cassez-vous, je vais mettre des grosses murailles, je vais mettre des petites barrières et allez voir ailleurs si j'y suis. Ce qui a poussé les gens notamment à rentrer dans le salariat, en les faisant migrer vers les villes, vers les usines, vers justement tous ces lieux où on avait besoin de force de travail. C'est comme ça que justement le vol de la force de travail et des gains faits par la force de travail de la population ouvrière, salariée, s'est mis en place. C'est justement en leur coupant les communs. Mais sauf qu'en faisant ça, en coupant les communs, en coupant cette zone qui était dans tous les villages, qui permettait à la communauté de préparer, de vivre ensemble, de penser ensemble. Et les communs, ça n'a pas un nom anodin pour rien, enfin ça s'appelle pas les communs sans raison, enfin ça ne s'appelait pas les communs sans raison, c'est parce que justement ces champs-là, ces zones-là, étaient pensés, réfléchis, utilisés en commun. C'était pas genre Jean-Michel qui arrive qui fait bon moi je vais faire ça dans mon coin et puis les couilles je m'en bats les reins de vous. Non, ils réfléchissaient ensemble, ils disaient bon qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que on va préparer tel ou tel champ ou est-ce qu'on va aller plutôt sur l'autre? Et ainsi de suite. Bref, toujours est-il que du coup, ce qui s'est passé c'est qu'en coupant ces communs, on a cassé ce lien social. Parce que toute cette zone de lien social, de coopération a disparu. Et on est devenu des individus qui vendent chacun leur force de travail, chacun de son côté, séparément à l'usine. Ou en entreprise un peu plus tard, parce qu'on n'est pas tous en usine maintenant. Et c'est là comme ça que vous voyez qu'il y a une évolution due par le monde capitaliste qui casse le lien social, qui pousse les gens à être des individus, vraiment plus des individus qu'un groupe d'individus. Et c'est ça qui est vachement intéressant, et c'est pour ça que je critique autant le capitalisme, parce qu'il y a tellement de problèmes soulevés par lui que c'en est assez insane, mais bon, bref. Là tu mets les théories de la nécessité de la hiérarchie du travail face à la complexité des tâches, ça fait pas consensus. Tu mets la théorie de la nécessité de la hiérarchie du travail face à la complexité des tâches. Dans ce que je disais tout à l'heure sur le fait de justement qu'est-ce qu'on définit comme étant un travail ou pas. C'est ça? Par rapport à ce que je disais tout à l'heure avant de parler des communs? Je pense, parce que si c'est par rapport aux communs, je vois pas le lien. En lien avec la destruction des communs. En quoi est-ce que la destruction des communs, ça met la théorie de la nécessité de la hiérarchie du travail face à la complexité des tâches? Je comprends pas le lien.
Ça raconte quoi? Et ben à la base on parlait du flow et puis là on est parti sur les communs et sur le fait que j'aime pas le capitalisme. La base. Ça va Castimat? Tu vas bien? Est-ce que ça va bien ce matin? Les tâches deviennent plus complexes, on les divise artificiellement. Mais moi j'ai pas parlé de ça. Je dis pas que les tâches sont particulièrement plus complexes en fait, pas du tout. Je vois pas d'ailleurs en quoi est-ce qu'une tâche à l'usine est plus complexe que je fais des liens. Oui, oui, toi tu fais des liens peut-être, mais pour le coup, moi non. Moi tout ce que je constate, c'est qu'à une époque, on avait du lien social parce que notamment les travaux étaient faits en commun, parce qu'on avait un lieu qui s'appelait les communs, qu'aujourd'hui on n'a plus ces lieux communs, et que du coup, de fait, on n'a plus de liens sociaux découlant de ces lieux communs, et de cette mise au travail en commun. Ça fait du bien une douche, c'est important les douches, c'est important. Je vérifie parce que tous les chats sont en train de se bouffer les croquettes dès que j'ai le dos tourné. Donc j'ai oublié de faire gaffe à ce qu'il n'y en ait pas un qui essaye de piquer les croquettes de l'autre. Ce qui serait un petit peu insupportable. Encore. Je te surveille hein toi. Mais toi là, petite créature du démon. Bah oui hein. Tu veux venir sur moi en plus? Hop là. Hop là. Je viens récupérer la pépette. J'ai peut-être glissé trop loin du texte, pardon. Non, pas forcément, encore une fois. Les lives blabla, c'est fait pour pouvoir discuter. Alors attendez, je vais être mignon, je vais vous partager quelque chose. Regardez, regardez la pépette, regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est choupette. Vous avez vu comme elle est choupette? Elle est choupette, hein. Que les choupettes, que t'es choupette. Bah oui que t'es choupette. Voilà, vous avez le droit à une dose de mignonitude. Je râle sur le capitalisme, mais je vous montre des chats. C'est important finalement, non? C'est pas mal, non? Ça permet de rattraper un petit peu le râlage intempestif sur le capitalisme. Oh oui, ma puce. Tu aimes bien les gratouilles, hein? Bah oui, hein. Voilà. On va re-switcher quand même sur le texte. Mine de rien. Oh, elle est trop choupette. Et je vais rattraper du coup le texte quand même. Je vais me relancer là-dessus. À quoi ça sert le flow? Juste pour finir, du coup, je trouve que c'était intéressant de faire justement le point sur le fait que on a une vision dans la recherche et dans les théories qu'on développe en Occident qui sont très ethnocentrées sur justement nos visions occidentales. À la base, on est parti de ça quand même. Hein. Et du coup, on est parti sur l'activité et sur le fait que l'activité, il faut peut-être la redéfinir parce que on a une vision de l'activité qui est très discutable. T'es devant moi, pousse-toi, pousse-toi. Voilà, merci. À quoi ça sert le flow? Le flow est en soi une expérience plaisante, marquante pour des activités qui pourtant ne semblent pas l'être lorsque l'on n'est pas initié à elles. Par exemple, l'escalade peut paraître aversive pour les dangers physiques qu'elle comporte. Rester assis pendant des heures à écrire peut sembler être une punition. Faire du bricolage semble être une prise de tête, alors qu'un tour au supermarché pourrait suffire à remplacer l'objet cassé. Or, le flow advient par ces activités, et par bien d'autres d'apparence parfois plus pénibles. Et les personnes semblent fusionner avec leurs actions, avec cette concentration totale qui leur donne le sentiment d'être pleinement vivants, ici et maintenant, dans le meilleur de ce qu'ils peuvent donner. Connaître le flow dans ces activités permet d'être motivé par les compétences qu'on y développe et qui pourront se développer dans une autre activité. Autrement dit, l'expérience optimale crée des vocations, permet un développement continu exponentiel. La personne va chercher dans l'activité, ou des activités annexes à celle-ci, des défis de plus en plus difficiles pour maintenir une expérience optimale, et l'expérience du flow dans une compétence la rendra plus confiante pour en explorer d'autres. Elle saura d'expérience que les débuts sont difficiles, parfois repoussants, mais dès le premier stade de maîtrise, le flow peut commencer à couler, et bien qu'il soit sensiblement différent selon que l'activité soit sportive, intellectuelle, manuelle ou ludique, il est toujours une expérience marquante qui s'inscrit dans notre identité. Elle est en train de faire ses griffes sur mes sièges, elle me rend fou. Et peste! Ça suffit les griffes, hein? Oh, c'est une peste celle-là. Le flow est un focus très intense de l'attention. Le trouver, c'est contrer par ailleurs des problèmes d'attention. Un jour, j'ai une copine qui m'a demandé ce qui m'a poussé à devenir développeur de logiciels. La réponse est simple, c'est une drogue. Plus généralement, comprendre des choses est une drogue pour moi. Lorsque je me retrouve face à un système que je ne comprends pas, c'est un réflexe, j'ai besoin de savoir. Lorsque je regardais des films avec des scènes d'informatique, plus jeune, ça me fascinait. J'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Aujourd'hui encore, lorsque j'arrive à faire fonctionner un système informatique qui me résiste, je ressens encore ce frisson. Je me sens comme un magicien qui vient de réussir son tour. Le développement logiciel, c'est comme ça que j'atteins le flow, cet état de concentration et de satisfaction intense. Je peux vous dire que pour un hyperactif qui peine à se concentrer plus de 20 minutes sur la même tâche, c'est un état qui n'a pas de prix. Le développement logiciel, c'est ma drogue à moi.
Les compétences acquises via les expériences optimales sont d'autant d'outils pour vivre plus équipés face à toutes les situations difficiles de la vie. L'adversité n'est alors plus une source de confusion. Elle peut prendre sens parce que les compétences offrent une traduction du problème, pragmatique et concrète, même lorsque la compétence est intellectuelle. Je vais y arriver. Même lorsque la compétence est intellectuelle. La personne peut lutter, résoudre, réparer, résister aux problèmes de façon positive et efficace, c'est-à-dire via l'exercice de son pouvoir au travers de ses compétences. Prendre en main son flot à motivation intrinsèque, lié à des objectifs à long terme, c'est choisir d'opposer une résistance puissante face aux exploiteurs d'attention. Par exemple, les médias aliénés à la publicité, les supports numériques faisant fond de commerce de l'attention. Certes, la personne sera toujours exposée par exemple à la pub, au sujet des JT, ou même choisie pour la capacité à voler l'attention valieuse spectaculaire par la peur et pour des intérêts politiques. Faire peur pour imposer plus facilement une politique sécuritaire, ou aux médias médiocres, faits pour le profit, liés à l'attention. Vidéos, titres clickbait, au sujet inintéressant. Mais cette personne ne sera pas passive face à ces voleurs d'attention. Il est possible qu'elle exploite en retour ce qu'elle a vu, possiblement pour la contrer, pour le critiquer, pour œuvrer en opposition, etc. Éprouver du flow à motivation intrinsèque s'oppose à la société de consommation qui, elle, est basée sur des motifs extrinsèques. Elle pousse à consommer pour l'ostentatoire, être mieux que son voisin, avoir plus que lui, pour pouvoir pavaner, exposer un statut supérieur, obtenir de la gloire, montrer sa richesse financière, et plus tristement, ne pas être moqué, ne pas être perçu comme inférieur, ne pas paraître comme un loser, ne pas être vu comme anormal, etc. Une personne guidée par sa motivation intrinsèque va certes continuer de consommer, parce que c'est tout de même nécessaire pour la survie, mais pour rien au monde ne cessera de bricoler pour acheter dès que l'un de ses objets est cassé, parce que bricoler serait par exemple une source de son flot. Ne cessera pas d'utiliser son vélo plutôt qu'une voiture, parce qu'elle aime trop en faire. Ne cessera de faire de la cuisine pour acheter du surgelé, parce qu'elle aime trop créer à partir d'ingrédients bruts. Il se pourrait même que l'absence d'outils ou d'instruments nécessaires soit prise comme un défi positif de la compétence. C'est-à-dire que la compétence en est en la personne, et qu'elle peut se débrouiller à merveille sans le matériel qui est préconisé. On voit des illustrateurs faire des merveilles avec des stylos billes bas de gamme, des batteurs exceller avec des pots en plastique, des sportifs qui font de la ville un parcours, des vidéos impressionnantes réalisées avec des trucs et astuces qui ne coûtent rien d'autre qu'un esprit de débrouille. Autrement dit, la compétence à flot est la garantie d'une très forte autonomie face aux manques et aux problèmes de la vie. La personne y verra un défi posé à sa créativité et cela augmentera ses compétences. Aider l'autre à éprouver du flow est sans doute la récompense ultime du superviseur. Par superviseur, nous entendons toute personne ayant en charge de s'occuper d'autrui, et donc qui va lui transmettre quelque chose. Ce superviseur peut être le parent d'un enfant, son frère, sa sœur, sa tante, son oncle, son voisin, etc. Superviser, c'est apprendre à une personne quelque chose, l'aider à résoudre un problème, lui transmettre un savoir. Cela peut consister à avoir le rôle d'un chef d'équipe, d'un formateur, d'un manager, d'un leader naturel, dans une organisation horizontale. Par exemple, quelqu'un qui est écouté, car très expérimenté dans son domaine. Cela peut consister à avoir le rôle d'un animateur, d'un game designer, d'un concepteur d'environnement en tout genre. Transmettre, c'est aussi être militant, engagé, faire de l'éducation populaire, etc. On est tous superviseurs et supervisés à tout moment de la vie. Lorsque l'on prend soin d'autrui, repérer les signes de flow chez autrui n'est pas inutile. Si l'activité que l'on a enseignée, proposée, transmise, et la façon dont on l'a transmise génère une concentration si absolue, c'est qu'on a totalement réussi notre mission. L'individu dont on s'est occupé a pu, grâce à notre soin et notre communication de cette activité, ou encore grâce à notre savoir ou à notre compétence, y trouver un nouvel horizon de possibilités qui fait sens chez lui. Le voici maintenant autonome, avec cet horizon que nous lui avons proposé, se développant encore un peu plus, qu'importe son âge. Le voici un peu plus complexifié grâce à notre transmission. Le flow étant une énergie très puissante, non seulement la personne va rapidement exceller à ce qu'on lui a proposé, mais il est possible qu'elle surprenne totalement le superviseur si celui-ci a à cœur de laisser libre les personnes. On peut aussi avoir cet objectif d'aider à atteindre le flow dans un couple. Ça semble être le premier endroit où s'y aider, quelle que soit l'activité. Oui, je pense que oui, clairement. Clairement, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas. Je vois pas pourquoi est-ce que ce serait pas adapté, en fait. Donc oui, clairement. Clairement. Je pense que oui. Vous savez que je vous entends faire vos griffes, hein. Eh, puce. Elle me fatigue.
Même si on n'a pas nécessairement la posture de superviseur. Mais tu as toujours à un moment donné la posture de superviseur, en fait. À partir du moment où tu vas aider quelqu'un, peu importe la manière dont tu l'aides, tu vas avoir une position qu'on va appeler de superviseur. Encore une fois, superviseur, ça ne veut pas dire que tu vas cadrer en disant attention, là tu vas trop loin, non, là tu t'arrêtes, ou ce genre de choses. Non, juste apporter quelque chose, c'est déjà avoir ce qu'on appelle une posture de superviseur. À partir du moment où tu vas apporter quelque chose, tu as cette posture en fait. Cette posture en fait, elle est très multiforme. Tu n'es pas obligé d'avoir la même posture de superviseur, quel que soit le sujet et l'activité. J'entends que quand on parle de hiérarchie horizontale, les postures changent. Oui, mais comme on l'a dit, mais parce que ça rend caduque les rapports de pouvoir en quelque sorte. Mais c'est là le problème. Tu confonds, je pense, la posture de superviseur avec la posture d'un encadrant et la posture de quelqu'un qui a du pouvoir. C'est pas la même chose. On ne dit pas superviseur parce que tu as du pouvoir sur l'autre, parce que tu encadres l'autre. C'est pas la même chose. C'est à partir du moment où tu apportes quelque chose à la personne, peu importe la manière dont tu l'apportes, que tu as une position de superviseur. C'est pour ça que notamment, juste au-dessus, on parle bien ici, même dans une organisation horizontale. Justement, même quand on est horizontal, qu'il n'y a pas de relation de hiérarchie qui dit toi t'es au-dessus de moi, tu peux avoir une position de superviseur. C'est pas une question, encore une fois, de pouvoir sur l'autre. C'est pas une question de encadrer l'autre. Je mets ça en parallèle pour qu'on en détaille la différence. Ah, d'accord, ok. Ok. Pas de soucis. Tac, je regarde juste, j'ai entendu un bip bip à côté. C'était quoi le bip bip? Non, j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Ah d'accord, la drogue. J'ai cru entendre un bip bip, mais en fait pas du tout. Non, mais c'est pas grave. La drogue. La drogue. YOLO. Et du coup, je continue le texte. Viser le flot d'autrui lorsqu'on supervise un environnement social. La recette paraît simple pour faire en sorte qu'une activité soit pourvoyeuse de flow. Tu me saoules! Ça suffit les griffes! Laisse en paix mes fauteuils! Oui, toi là, qui me regarde droit dans les yeux. C'est une peste, hein? Je me retourne, elle arrête, elle me regarde en mode non, c'est pas moi. Avec des petits yeux mignons, et dès que je retourne la tête, elle est déjà en train de refaire ses griffes dessus, quoi. Laisse mes fauteuils en paix. S'il te plaît. Oh. Ouais, voilà, viens là. T'es mignonne, mais arrête de faire tes griffes sur mes fauteuils, s'il te plaît. Merci. Je disais donc, avant d'être interrompu par un chat machiavélique, viser le flot d'autrui lorsque l'on supervise un environnement social. La recette paraît simple pour faire en sorte qu'une activité soit pourvoyeuse de flow. Il faut des objectifs clairs, des feedbacks non ambigus, faire correspondre les défis et les compétences, de la liberté, l'absence de distraction. À éviter, la distraction menace à l'ego. À éviter, la distraction de l'éloge. À éviter, la distraction mettre le focus sur les résultats. À éviter, la distraction de contrôle. On remarque que ce sont finalement les mêmes points ainsi déduits des expériences sur l'autodétermination, la motivation intrinsèque et le fait de prendre soin du besoin de compétences. Le flow face à l'environnement sapant. Le flow est rendu impossible si l'environnement sape l'autonomie, donc par rebond l'émergence du flow. Dans l'exemple de la pâtisserie en obstacle, BF, la vendeuse ne peut pas prendre aucune initiative, ni combler sa soif. Or, un besoin physiologique urgent non résolu, tout particulièrement la soif, est obsédant. La personne ne peut pas être en plein fonctionnement dans ces conditions. Dans un environnement strictement autoritaire, le flow est rendu totalement impossible par des diverses atteintes à l'autonomie. Cependant, il est possible lorsque l'environnement est moins autoritaire, mais pas forcément sain, moral, nourrissant les besoins. Si la personne vit des expériences optimales dans un environnement malsain par ailleurs, la situation est rendue plus compliquée à juger, car elle en devient paradoxale. Les individus n'ont pas envie de lâcher une source de flow qui est parfois totalement dépendante d'un contexte professionnel. Il est par exemple difficile de faire des ventes hors entreprise. Donc, acceptent des conditions qui peuvent entraver ces expériences ou d'autres moments. Ça, c'est dur, je supervise 3 devs sur un projet, c'est super dur de donner des tâches qui au moins stimulent à défaut d'atteindre le flow. Bah oui, et tu ne peux pas tout le temps être dans des situations où tu vas pouvoir stimuler le flow. De toute manière, je pense qu'en toute objectivité,
c'est pas bon de toujours être constamment en flow. Parce qu'être tout le temps constamment en flow, ça sous-entend que tu es tout le temps concentré à 200%, tu es tout le temps en train de te donner à fond et que justement tu as juste le bon niveau de difficulté par rapport à ton bon niveau de compétence. Et je pense que ça t'épuise. Ça t'épuise en fait. Donc il faut pas tout le temps avoir un niveau de flow constant en fait. Il faut pas être tout le temps dans le flow, je pense pas. Après encore une fois je suis pas la personne la plus calée sur le sujet, donc clairement peut-être que justement le flow c'est le bon niveau pour ne pas non plus être dans l'épuisement. Peut-être que c'est vraiment juste le niveau optimal et t'as pas besoin de réduire, on va dire. Si tu arrives à rester là-dessus, t'es bien. Je ne sais pas, mais j'aurais tendance personnellement à penser que là comme ça le flow a l'air d'être quand même un état qui va beaucoup te solliciter, puisqu'il va te solliciter au maximum de tes capacités, en même temps qu'il va te permettre de répondre aux problèmes qui te sont présentés. Donc du coup je pense qu'il faut savoir avoir des moments justement notamment d'ennui, et encore une fois notamment parce que les théories du flow sont faites et sont perçues dans un cadre qui est occidental et occidentalisé, donc avec une vision notamment de l'activité qui est vue comme bénéfique, comme positive, là où des états d'ennui ou d'apathie ne sont pas vus comme des états potentiels de positif. Or, on sait que ça peut l'être, justement, on sait que ça peut l'être. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut savoir doser, et il faut savoir, quand tu encadres notamment, donner des situations où tu vas pouvoir mettre en situation de flow, mais aussi, à contrario, après, pouvoir mettre en situation un peu plus d'ennui et d'apathie, pour justement permettre à la personne de recalmer, de redescendre, de reprendre un petit peu contrôle, de savoir se reposer, quoi, tout simplement. Tout simplement. Là j'ai plus l'impression que je les ennuie. Je pense, j'ai le sentiment d'avoir eu pas mal d'états de flow en début de semaine, mais depuis hier je suis assez fatigué, je sais pas. Potentiellement c'est à cause de ça. Potentiellement, si effectivement je me trompe pas en pensant que le flow en état de flow constant est épuisant au final, puisque du coup t'es à fond, t'es littéralement à fond. Quand bien même tu arrives à répondre et donc t'es pas dans un tas de frustration ou quoi, tu restes quand même avec un état de concentration très poussé. Et de fait, ça t'épuise, ça te bouffe de l'énergie constamment. Tant que tu restes dedans, ça te bouffe de l'énergie. Donc forcément, tu as un moment donné où tu vas avoir la descente, où tu vas avoir besoin de dire oh stop, là on calme le jeu, et on va respirer, et c'est nécessaire en fait. Parce que de toute façon, tu ne peux pas fonctionner à 200% constamment, c'est pas possible. Sinon, la seule chose qui va arriver, c'est que tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser, et puis du coup, tu vas craquer quoi. Au bout d'un moment, tu vas lâcher, forcément. Quelle que soit encore une fois l'activité, que ce soit une activité de travail rémunéré ou une activité perso, c'est exactement la même chose. Je connais par exemple, parce que où je vivais avant, quand je grandissais avec mes parents, je vivais à l'écart de la ville dans un joli petit coin très sympathique, et il y avait une maison à côté qui était une ancienne grosse ferme de campagne qui a été rachetée par un maçon. Et donc du coup le maçon toute la semaine il travaille comme maçon, hein, tout simplement, il construit des bâtiments, tout ça. Et tous les week-ends et tout le soir, en fait, il passait son temps à retaper le bâtiment, à reconstruire des trucs dans la ferme pour essayer justement, parce que son rêve à lui, c'était de refaire une ferme. Donc du coup, voilà, c'était son kiff. Tout simplement, c'était son kiff. Et ce qui se passait, en fait, c'est que j'ai constaté au cours des 2-3 ans où il était vraiment beaucoup dans les travaux, qu'il s'épuisait mais de ouf, en fait. Il était complètement crevé, parce qu'il ne décrochait jamais. Il était jamais en train de décocher. Et pourtant, quand tu parlais avec lui, parce qu'il y a plein de fois où, en fait, comme son terrain était littéralement contre le mien, et qui était vraiment très sympathique, je papotais beaucoup avec lui, en fait. Je papotais beaucoup avec lui, parce que moi, j'étais au collège ou au lycée. Je crois que j'étais au collège au début, puis après, j'étais au lycée. Je papotais beaucoup avec lui, parce qu'il était vraiment sympa. J'aimais beaucoup discuter avec lui, avec sa femme, et puis ils avaient 2 enfants, beaucoup plus jeunes par contre, mais j'aimais beaucoup discuter avec eux, et puis voilà, encore une fois c'était très agréable, et du coup le truc c'est que je voyais qu'il kiffait de ouf de faire ses travaux, il kiffait mais comme jamais de retaper le champ, de remettre en état le terrain pour en faire un champ, pour faire de la plantation. Je voyais qu'il kiffait de faire le petit bâtiment pour préparer un enclos pour ses animaux et tout. Je voyais que vraiment ça lui faisait plaisir, qu'il avait cette vision de vouloir faire une espèce de petite ferme pour pouvoir être un peu autosuffisant, tranquille dans son coin, de bien traiter les animaux, de bien traiter les plantes et ainsi de suite. Tu voyais que vraiment il kiffait ça, tu voyais qu'il était en plein plaisir, mais tu voyais qu'il était épuisé, tu voyais qu'il en pouvait plus en fait, il se donnait à 200% et forcément t'es crevé derrière en fait, parce que t'as jamais de moment de pause, quand bien même t'es en train de kiffer ce que tu fais, c'est de l'activité en fait, et du coup il est où le moment où tu t'arrêtes? Seulement pendant les quelques heures où tu dors? En fait c'est pas suffisant à rattraper ce que tu fais dans tes loisirs, donc là en l'occurrence retaper toute la ferme,
et en même temps te rattraper l'épuisement que tu as de ton travail que tu fais la journée, en semaine la journée, à construire des bâtiments. Tu voyais qu'il n'arrivait pas à rattraper. Le niveau de fatigue qu'il avait en fait ne faisait que de s'accumuler. Vraiment que de s'accumuler. Et vraiment il était en train de s'épuiser. Bon, au final il a réussi à bien doser suffisamment pour être, malgré sa fatigue, pas en dépression ou quoi que ce soit. En tout cas je pense pas. Je l'ai pas vu... je l'ai pas perçu spécialement. Après j'ai déménagé donc peut-être qu'il a craqué les années suivantes, mais je ne crois pas. Enfin j'espère pas en tout cas. Mais voilà, c'est pour ça que encore une fois l'état de flow, à mon avis, je pense que malgré ça, il faut savoir et il faut prendre des temps de pause. Il faut se calmer et il faut dire là on va calmer le jeu. Je vais faire une activité qui va me demander nettement moins de ressources, quitte à être en apathie, quitte à être un peu en ennui, mais pour pouvoir prendre le temps un petit peu de reprendre un peu de recul en fait, pour pouvoir prendre un peu le temps de se reposer psychiquement, physiquement quoi, y compris dans son activité. Parce qu'en soi, les temps de repos qu'on a ne sont pas forcément suffisants. 8 heures de sommeil ou 10 heures de sommeil, ça dépend les gens notamment, parfois moins, parfois un peu plus, c'est pas forcément suffisant parce qu'il faut à la fois se reposer d'activités qu'on a rémunérées quand on en a une, mais en même temps se reposer de toutes les autres activités qu'on a à côté, quoi. Et là on arrive à la culpabilité de se reposer durant les heures de travail. Et c'est tout le problème, c'est qu'il faut bien avoir conscience que non, vous n'avez pas à avoir de la culpabilité parce que vous êtes dans votre activité rémunérée et que vous avez une activité qui est un peu moindre, que là vous vous donnez pas à 200%. Déjà on vous vole 95% des revenus que vous générez, enfin à un moment donné, niquez-vous le travail. Niquez-vous le travail, voilà. Il faut arrêter de se culpabiliser. Surtout que derrière, il faut bien prendre conscience que si tu te donnes à 200% constamment, tu vas faire du mauvais travail. Tu vas forcément faire du mauvais travail parce que tu vas t'épuiser, parce que tu ne peux pas maintenir une attention constante, surtout tout le temps. Donc forcément, tu as besoin, y compris dans ton activité, de mettre des temps de pause. Le temps de pause dans ton activité rémunérée n'est pas un temps que tu prends pour toi, juste pour le plaisir de le prendre pour toi, juste parce que tu es feignant ou je ne sais quoi. C'est un temps qui est nécessaire. C'est pas pour rien que malgré tout ça, alors qu'on est dans un cadre et dans une vision dogmatique néolibérale du travail absolument comme étant si bien, si magnifique, d'un point de vue législatif, vous avez l'obligation de mettre des temps de pause pour les travailleurs. Même avec cette vision dogmatique du monde du travail capitaliste, on a conscience que le temps de pause est nécessaire. On le sait. Et malgré toutes les envies des patrons de faire couper tous ces temps-là, pour l'instant, on a toujours, dans beaucoup d'endroits, des temps de pause qui sont toujours imposés, parce qu'on a bien conscience que ce n'est pas une question de flemme. Tu as besoin de faire des pauses. Ton corps ne peut pas travailler en constant, à fond, à 100%. C'est pas possible. Et la culpabilité que tu peux ressentir quand tu as un temps de pause, mais c'est une fausse culpabilité, c'est une culpabilité de merde en fait. Faut vraiment arriver à se détacher de ça, parce que ça vous détruit plus qu'autre chose. Malheureusement, ça vous détruit vous plus qu'autre chose. C'est tout le problème du truc. Je reprends là où j'en suis. Autrement dit, les connaissances sur le flow sont un excellent complément pour comprendre comment le besoin de compétences est satisfait. Cependant, elles ne font pas à elles seules l'autodétermination. Elles peuvent même être utilisées, volontairement ou involontairement, pour capter l'attention d'une personne, la rendre accro à une tâche, sans qu'elle puisse interroger les conditions de l'activité ou son but général. Mais le focus sur les besoins psychologiques fondamentaux n'est qu'un seul des aspects de la SDT. Très évidemment. Il va nous falloir plus d'informations pour jouer à son jeu. Et ces informations vont très certainement soulever d'autres obstacles. Ça fait déjà 1 heure de VOD. Est-ce qu'il nous en reste beaucoup ou pas pour la partie? Un petit peu quand même. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie-là. Petite fougère de YouTube. J'espère que tu apprécies cette VOD. On s'arrête ici pour cette première rediffusion, pour cette première VOD. On se dit à très bientôt pour la suite. Ciao ciao ciao.